Bienvenue à tous à la conférence de presse de la 65e édition de la vente des hospices de Nuits-Saint-Georges. Je m'appelle Marion Artari, je travaille chez Ideal Wine et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette table ronde qui va rassembler Guillaume Corr, directeur des hospices civils de Beaune. Bonjour à tous. Alain Cartron, maire de Nuits-Saint-Georges. Jean-Marc Moron, régisseur des hospices de nuit. Laurence Danel, sa successrice à partir d'avril 2026. Cyril Jauman, commissaire-priseur de la vente et président-directeur général d'Ideal Wine. Et enfin, Claire Mongeau, directrice de l'association Annie Nomade. Monsieur le maire, on va vous laisser le mot d'introduction de cette conférence de presse avant d'ouvrir la table ronde. Si vous le voulez bien, monsieur le maire, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, la vente des vins. Bon, la vente des vins, c'est un véritable événement sur Nuits-Saint-Georges et sur toute la côte. Alors, événement parce que ça existe maintenant depuis 65 ans, un peu plus, mais il y a eu des interruptions, en particulier à cause de la guerre, à cause de ce genre de désagréments. Et au début, ça a du mal à se lancer. C'est aussi l'événement qui, sur la côte, ouvre la saison. Donc je rappelle que la saison, ici, la vraie saison, elle dure de la vente des vins des hospices de nuit, donc début mars, jusqu'à la vente des vins des hospices de Beaune. Donc vous voyez, vous avez entre nous deux la saison qui se déroule. Regardez comme elle est belle. Voilà, donc c'est un véritable événement. C'est un événement qui petit à petit est devenu de plus en plus festif sur Nuits-Saint-Georges, qui nous amène plus de 5000 personnes qui viennent pour déguster. Parce qu'il y a un salon des vins, le salon des vins, on peut déguster des Nuits-Saint-Georges et on peut vraiment voir les qualités du Nuits-Saint-Georges. Et puis, de la gourmandise, il y a du chocolat, un salon du chocolat, dont ça sera le 20e anniversaire cette année avec quelques particularités. Et autour de tout ça, un salon gourmand, des stands, tout ce qu'on veut. Et puis, pour se mettre en forme la veille, il y a un semi-marathon qui aura certainement beaucoup de monde cette année, puisque les inscriptions sont closes depuis déjà plus d'un mois. Donc vous voyez, c'est un week-end. Et bien alors, je ne vous dis pas ce qui se passe dans la nuit du samedi au dimanche, mais vous pouvez l'imaginer, c'est Nuits-Saint-Georges. Merci, monsieur le maire, pour cette introduction. On ouvre du coup cette table ronde avec vous, Guillaume Corr. Vous êtes directeur des hospices civils de Beaune depuis octobre 2023. Vous supervisez plusieurs établissements, dont l'hôpital de Nuits-Saint-Georges. Il y a eu beaucoup de changements cette année. Le changement principal pour vous à l'hôpital, ça a été en novembre dernier avec la cession du bâtiment historique des hospices de nuit. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, tout à fait. Pour les Nuitons et pour les autres, les hospices ont construit un nouveau bâtiment et donc les services ont déménagé en 2018. Donc depuis 2018, l'hôpital historique de Nuits-Saint-Georges était abandonné, n'accueillait plus de services. Et donc il a été décidé de céder ce bâtiment. Et donc on a lancé un appel à projet. On a fait ça en coordination avec la mairie. Et donc nous avons abouti effectivement à la cession en novembre 2025 après deux appels à projets. Le premier n'avait finalement pas été fructueux et donc nous avons pu relancer avec un projet. On était vraiment attachés parce que c'est aussi notre rôle d'hôpital public de valoriser le patrimoine. On ne voulait pas laisser une friche comme ça en plein centre-ville quand même de Nuits-Saint-Georges. Et donc effectivement, c'était notre responsabilité de trouver une occupation pour cet ancien hôpital. Et du coup, il va devenir quoi cet ancien hôpital ? Alors,
Ce qui nous importait, c'était la préservation du patrimoine historique, hein, puisque c'est un monument historique. On a également regardé justement le projet. On se doutait qu'il y aurait des logements, mais on voulait voir quel type de logement. Et donc là, en particulier, on s'est attaché à des logements quand même assez grands pour accueillir des familles. C'était un point important pour la mairie et donc pour nous aussi. On a regardé aussi la préservation de la chapelle, qui est toujours historique et qui est important pour les Nuitons, on le sait. On a regardé également la préservation de l'apothicairerie, avec des pots en fait qui sont toujours propriété des hospices et qui vont rester dans cette apothicairerie qui pourra être visitée. Donc c'était un point important aussi pour nous. Et bien sûr quand même la motivation, et le partenaire à qui on a vendu, François Ier, déjà connu pour avoir fait la Cité de la gastronomie, en tout cas la partie historique de la Cité de la gastronomie à Dijon, était vraiment motivé, puisqu'il a répondu, je vous disais, aux 2 appels à projets, et avec une offre financière intéressante. Donc il va y avoir une 60aine de logements dans le bâtiment, plutôt destinés, comme je le disais, à des jeunes, à des familles, puisqu'il y a un système un peu de résidence, on va dire aussi, avec certains services qui vont être proposés, et tout ça à des loyers plutôt attractifs. Bon, alors c'est l'avantage pour Nuit-Saint-Georges, comme pour toutes les communes, comme toutes les villes pour nous, c'est de réhabiliter l'ancien. C'est très compliqué de redonner vie à un bâtiment ancien. Et puis en plus, ça nous permet de faire des logements. Et là, on a des logements. Et ces logements nous permettent, avec un autre projet en centre-ville que nous avons aussi, et qui sont au même niveau, les 2 permis de construire sont accordés, et il manque plus qu'un petit truc. Alors sur l'hôpital, il y a une nouvelle campagne de foule, une de plus qui est demandée, donc on attend un petit peu. Et sur le centre-ville, il y a une histoire de bail avec des gens qui doivent s'installer. Mais ces 2 projets de réhabilitation de bâtiments historiques, très compliqués à faire. On a eu la chance de les réaliser, et ça nous fera d'un côté une 60aine de logements, et de l'autre un bâtiment œno-touristique avec un hôtel ou quelque chose comme ça, et un restaurant gastronomique. Et tout ça, c'est fait depuis déjà quelques années. Les permis de construire sont accordés. Il n'y a plus que des bricoles techniques ou des avis de certaines personnes de l'État pour que ça sorte. Mais je suis d'accord avec Guillaume, c'est un beau projet. On a mis un certain temps à l'accepter et à le faire, et on en est très content. Oui, donc on comprend que les critères de choix de l'acquéreur ont été très précis et étudiés vraiment de très près. Oui, tout à fait. On est sur un bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés, donc c'est sûr que pour nous c'était important. Alors je rassure aussi tout le monde, on va pouvoir continuer à utiliser l'image de l'ancien hôpital, puisque c'est quand même sur nos étiquettes, on en parlera un petit peu après. Mais voilà, c'est quelque chose qui était important, donc on a aussi cadré tout ça, bien entendu. Et donc oui, les critères, vraiment, on a fait une grille d'analyse très précise pour les 3. On avait 3 candidatures, en tout cas si je prends le 2e appel à projet, avec des offres financières assez proches. Donc finalement, on a vraiment pu se concentrer sur la qualité du projet, la qualité architecturale, aussi la praticité. J'ai pas cité tout à l'heure le nombre de parkings aussi, de places de parking. Donc ce genre de choses qui ont fait pencher la balance. Et puis une vraie motivation, je veux le redire quand même, par l'acheteur, comme dit, qui avait déjà postulé la première fois et qui a repostulé. Et même dans son offre, je ne dirai pas tous les détails, mais on voyait vraiment la motivation avec des clauses très facilitantes pour la cession du bâtiment. Donc c'était une offre très intéressante. Les fonds récoltés par cette offre, ils vont servir à quoi ? Alors finalement, je vais dire, plus ça fait lien avec la vente des vins, puisque de la même manière, ils vont servir à pouvoir continuer à investir globalement pour les hospices civils de Beaune, puisque voilà, vous le savez, on construit un bâtiment hospitalier de 86 millions d'euros à Beaune. On a également des projets sur Sœurs, où l'année dernière on a aussi acheté un robot chirurgical. Donc ces fonds permettent aussi d'abonder notre plan d'investissement en fait. Et puis ça nous permet aussi, parce que je l'ai dit, on a ouvert un nouveau bâtiment en 2018, il faut encore payer les amortissements quand même sur Nuit-Saint-Georges.
Saint-Georges. Donc c'est des surcoûts qu'on peut absorber avec ce genre de manne financière. Voilà. Et ce qui est bien aussi, puisque de toute façon, même si j'ai tendance à dire que les hospices civils de Beaune sont peut-être l'hôpital le plus à même de gérer du patrimoine, c'est quand même pas notre cœur d'activité, notre cœur de métier. Et de toute façon, on n'aurait pas eu les moyens justement de réhabiliter de l'ancien, comme le disait Alain. Donc voilà, je pense qu'il valait mieux faire cette session pour la ville et pour l'hôpital, qui comme ça peut investir dans son cœur d'activité. Et le projet est tellement bien, alors ne rêvez pas, que tout est déjà prévendu. Il n'y a pas le premier coup de pioche, mais tout est déjà prévendu. Monsieur le maire, vous avez la parole. Je vais vous la laisser. Encore ? Du coup. Vous êtes féru d'histoire. Vous êtes incollable sur Nuit Saint-Georges. Cette vente, elle a quoi de différent par rapport à d'autres ventes aux enchères de vin ? Alors je crois qu'elle va chercher son style particulier dans ses origines. Dans ses origines, c'était vraiment une fête entre soi, si vous voulez. C'était l'occasion de faire une fête entre soi avec les amis. C'est un peu la même origine que la confrérie des chevaliers du Sastevin, dans les locaux de laquelle nous sommes aujourd'hui. On aime bien faire la fête en Bourgogne. On a de très bons produits. Eh bien, on aime bien déguster ensemble les produits et puis amener les amis petit à petit. C'est comme ça que c'est né. Donc pendant très longtemps, disons qu'avant qu'on était de grands commissaires-priseurs internationaux, n'est-ce pas ? On est plutôt resté entre nous et on a bien aimé cet esprit de fête entre nous. Alors même si actuellement on ne fait plus les enchères à la bougie comme dans le temps et si on ne reste pas les acheteurs très locaux, on a des acheteurs internationaux, ce qui lui donne une renommée dont on est très content. Donc ça marche très bien, ça. On garde quand même cet esprit qu'on avait. Nous, on ne fait pas de bling-bling. Vous voyez, il n'y a pas de grands trucs partout. On reste vraiment entre nous et puis on continue à faire la fête. Et ça dure un week-end complet où on est très content d'être entre nous et d'avoir des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on accueille et avec lesquels on s'amuse, quoi, voilà. Mais c'est très bien d'avoir des nouveaux commissaires-priseurs. Alors, d'abord Cortot, puis Idaloine maintenant, hein, on est d'accord. Ils ont petit à petit montent en gamme. C'est très bien. Mais on garde quand même au cœur cette envie d'être ensemble et d'accueillir des étrangers pour leur montrer les beautés et les bontés de notre territoire. Et alors, quel programme vous nous avez concocté cette année ? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le Salon du Chocolat, que le marathon ? C'est comme tous les ans. Hein, comme tous les ans. On a trouvé à peu près notre vitesse de croisière. Peut-être qu'il faudra adapter, mais c'est la future mandature. Mais si vous voulez, il faut quand même... Une ville comme Nuit Saint-Georges ne peut pas changer tous les ans. Donc on cultive ce qu'on a. On voit que les semi-marathons, je le disais tout à l'heure, il est au taquet. Donc est-ce qu'on fera quelque chose d'autre pour lui permettre d'amener plus de gens ? Le salon du chocolat est au taquet. Alors, salon du chocolat, s'il y a quand même une nouveauté cette année, c'est ses 20 ans. Et alors, je vous l'annonce, vous ne le savez peut-être pas, ils ont fait 200 petites boîtes de chocolat, de façon à en donner, si je ne me suis pas trompé dans mes comptes, 140 pour les résidents de l'EHPAD de l'hôpital. Merci. Et 60 pour les résidents de l'EHPAD Sauvageau. Merci donc beaucoup. Le salon du chocolat aura ce geste pour ses 60 ans. Vous voyez, donc on essaie de donner une petite truc en plus, une petite touche. Mais autrement, c'est... Puis alors en ville, il y a des orchestres, il y a des marchés, j'ai déjà parlé du marché gourmand, mais il y a des orchestres, il y a des animations, il y a des visites de caves, il y a des dégustations partout, mais c'est... Un programme exceptionnel. On arrive, on s'installe, on est pris en main pendant 36 heures. Voilà. Parfait. Année exceptionnelle, programme exceptionnel et un millésime qui s'annonce collector. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Moron, 35 ans à la tête du domaine des hospices de nuit. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce millésime 2025 ? Alors, un millésime en 5. Donc on était plutôt rassurés en début d'année, puisque les millésimes en 5, depuis plusieurs décennies, sont des grands millésimes. Ce millésime 2025 ne déroge pas à la règle. C'est-à-dire qu'on a fait d'excellents vins, très classiques, très belles robes, profondes, brillantes, vraiment des pinots qui sont tournés vers le fruit rouge. On est beaucoup moins sur le caractère épicé qu'on peut avoir sur certaines années solaires. Des vins structurés, équilibrés, des vins vraiment qui vont mériter d'être dégustés, appréciés jeunes,
mais qui pour moi dans l'équilibre ont un très beau potentiel de garde. Et un millésime collector à bien d'autres égards, puisque ça va être le premier millésime, le millésime 2025, à arborer la nouvelle étiquette qu'on découvre ensemble. Guillaume Corr, est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle étiquette ? Oui, tout à fait. Alors, on a voulu innover. Vous voyez, tout en étant dans la tradition. Je rejoins finalement ce que Alain disait tout à l'heure, globalement pour Nuit et pour la vente. On a voulu la moderniser, avoir quelque chose d'un peu plus épuré, d'un peu plus lisible peut-être, avec une police qu'on a trouvée plus moderne. Mais vous voyez qu'on a gardé la forme, voilà, et on a gardé aussi, je le disais un petit peu tout à l'heure, eh bien l'image de l'ancien hôpital et également les blasons, même s'ils ont été un petit peu repositionnés. Donc voilà, on a fait ça avec notre partenaire Philibert, voilà, et donc on pense que on va dire que nos acheteurs vont pas être trop perturbés parce qu'ils pourront toujours identifier nos bouteilles, mais en même temps quelque chose d'un petit peu plus moderne. Merci Guillaume. On en revient au vin, on en revient aux vendanges avec vous, Jean-Marc Moron. Ça s'est passé comment cette année ? Quel a été le principal défi ? Le principal défi, en vérité, c'était on a récupéré des raisins qui étaient extrêmement sains, extrêmement beaux, une jolie maturité. Donc en vérité, c'était pouvoir laisser ces raisins s'exprimer. On a toujours les incertitudes, on rentre une belle matière et plus la matière est belle, plus on a envie que le vin derrière soit beau, mais tout ça c'est au bout de quelques semaines. Donc voilà, le défi c'était d'avoir une qualité de vin aussi belle que la qualité des raisins qu'on rentrait. C'est tout à fait ce qu'on a fait. Les terroirs ont parlé, les terroirs sont à leur place. Et à nouveau, les vins de nuit montrent qu'en 2025, on a fait encore de très grandes choses. 3 coups de cœur à nous partager sur ce millésime ? C'est suivant les goûts. On va dire que je suis plutôt un nuiton côté sud, donc plutôt sur les nuits plus structurées, plus puissants. Mais je reconnais qu'en ce moment, par exemple, au nord, sur le premier cru Limurger, qui est beaucoup plus délicat, très minéral, en ce moment, on va dire que c'est peut-être celui-là qui me ravit le plus à la dégustation. Merci Jean-Marc. Il y a une chose qui ne change pas cette année, c'est le commissaire-priseur de cette vente. C'est la 2e année consécutive que c'est Ideal Wine. Cyril Jauman, c'est votre voix qu'on a entendue dans la vidéo, c'est le son de votre marteau. Je rappelle que vous avez créé Ideal Wine en 2000 avec vos associés Angélique Delangzin, ici présente, et Lionel Cuenca. Aujourd'hui, Ideal Wine, c'est le leader mondial des enchères de vin en ligne. L'an dernier, c'était votre première vente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé et quels sont les défis qui vous attendent cette année ? Oui, alors en effet, donc c'est pas très agréable d'entendre sa voix, je confirme. Donc l'année dernière, c'était la 64e vente des hospices de nuit, mais pour Ideal Wine, c'était la première édition. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le thème de cette vente, c'était de révéler le secret le mieux gardé de la Bourgogne. Et je crois que ça a été une mission réussie, accomplie, puisque la vente a fait un très beau chiffre. Alors, on avait une récolte très limitée, je rappelle, 35 pièces et une feuillette. Donc cette année, ça sera 80 pièces et une feuillette. Donc on a une récolte historiquement faible. Et malgré ça, il y a eu un très beau chiffre de vente avec 796 000 euros pour les pièces et 60 900 euros pour un ajout de bouteilles et de magnums de millésimes antérieurs qui avaient été ouverts par les hospices pour compléter la vente. Donc une très belle édition puisque 100% des lots ont été vendus et on a eu une hausse de 41,5% du prix de la pièce l'année dernière. Donc de ce point de vue-là, ça a été une vraie réussite. Ça a été aussi une réussite sur l'ouverture à des nouveaux clients, que ce soit des particuliers, des amateurs un peu partout dans le monde ou des clients professionnels. Donc la mission, cette année, on reviendra, le thème, on en parlera tout à l'heure, est un petit peu différent, d'être un thème encore évocateur pour cette vente, mais la mission, c'est tout simplement de poursuivre ce qu'on a initié l'année dernière, d'amplifier cela avec une récolte qui est le double.
mais qui reste néanmoins la moitié de celle de la vente de 2023, 160 pièces, ou 70% de moins que celle de 2024 avec 140 pièces. Donc on reste quand même dans des volumes relativement faibles. Donc la mission, c'est de continuer ça, continuer à ouvrir, comme Monsieur le maire l'a dit, en gardant l'esprit, mais ouvrir la vente, à accueillir ces clients, que ce soit des amateurs ou des professionnels. Voilà. Et une idée du coup des acheteurs pour cette année ? Alors, on a déjà beaucoup d'inscriptions, ce qui est extrêmement positif. Alors, on a toujours l'habitude de parler des acheteurs asiatiques. Il y en avait l'année dernière, on avait de Taïwan, des acheteurs américains. Mais nous, chez Idealo, on n'oublie pas l'Europe, D'abord, on n'oublie pas l'Europe parce que quand on voit les guerres tarifaires, on a intérêt à ne pas oublier l'Europe et à regarder autour de nous où sont nos forces. Mais il y a beaucoup de clients très amateurs de la Bourgogne en Europe du Nord, en Europe germanique ou en Italie. Et on voit déjà dans nos inscriptions arriver ce type de pays. Donc un public qui vient des quatre coins du monde. Ça nous promet encore une ambiance conviviale autour du vin. Monsieur le maire, en 18 ans à la mairie de Nuit-Saint-Georges, vous en avez connu des ambiances conviviales. Est-ce que vous avez un souvenir à nous partager qui évoque cet esprit de nuit ? Oh, un seul ? J'ai au moins 18 bons souvenirs. Qu'est-ce que je peux sélectionner ? Si, le premier, Yves Dutheil, extraordinaire. Il était venu, en plus, il nous avait fait un concert dans la salle des fêtes la veille. Donc on avait un jour de fête en plus, vous voyez, c'était tout ça, superbe. Et il était au départ du semi-marathon où il a chanté a cappella et les gens du semi-marathon se sont lancés sur sa voix a cappella. Ici, il était superbe. Enfin, oui, donc Yves Dutheil, un des meilleurs souvenirs. Un autre très bon, allez, j'en cite un autre très bon, c'était Sonia Rolland. Bon, d'abord, Sonia Rolland, c'est quand même une jolie femme. Accompagnée par un véritable clown, Antoine Durléry. Je ne sais pas si vous vous souvenez ici, ceux qui étaient là, pendant que je faisais le discours officiel du maire qui accueillait, etc. Lui, il avait déjà pas mal dégusté et il me courait après en me piquant mon micro. Vous voyez, c'était quand même pas mal. Et après, on s'est retrouvés à la vente. Méfiez-vous, on ne sait pas qui sera ça cette année. Il avait pris une bouteille de Saint-Georges qui traînait sur sa table et il l'avait amenée là-bas pour continuer. Donc ce sont de très bons souvenirs. Merci, monsieur le maire. Il y a une autre personne autour de cette table qui a des souvenirs à nous partager. 35 ans à la tête du domaine des hospices de nuit, c'est pas rien. Je vais vous poser 3 questions sur ces 35 ans de carrière. Première question, vous allez pouvoir y répondre juste après. En 35 ans de carrière, quelle a été votre plus belle réussite ? Je pense que la plus belle réussite, c'est d'avoir participé à l'accompagnement justement de la reconnaissance et de la renommée des hospices à travers les vins que j'ai produits avec les équipes pendant toutes ces années. Je pense que après, je vais pas ressortir comme ça un millésime, puisque tous les millésimes sont différents. Il y a forcément des millésimes qu'on a qualitativement qui ont été supérieurs à d'autres, mais je pense que c'est plutôt le fait d'avoir mis sa petite pierre justement à cette reconnaissance et au fait que la vente aujourd'hui, monsieur le maire a raison, est un peu moins locale en termes de clients finaux. Mais par contre, c'était aussi quand même le but recherché, même quand je suis arrivé. C'est ce qu'on demandait quand même, même en 90, au commissaire-priseur de l'époque. C'était quand même que cette vente se développe et que les vins soient de plus en plus reconnus, aussi bien d'ailleurs pour les hospices de nuit que pour l'appellation de Nuit-Saint-Georges. Et deuxième question, c'est pas facile. Le millésime qui vous a le plus marqué ? Alors moi, 36 vinifications, 36 saisons et des souvenirs de toutes ces saisons. Comment ça s'est déroulé, que ce soit climatiquement, pendant les vinifs. Voilà, sur toutes les saisons, je pourrais un petit peu donner des événements qui s'y sont déroulés. Sur un millésime, en vérité, on se rappelle, on a moins de souvenirs sur les années extrêmement faciles. 2009, 2015, où tout roule. Que ce soit d'avril à septembre, les vendanges, les vinifs. Ces grands millésimes-là, finalement, marquent par les vins, mais ne m'ont pas marqué spécialement en termes de travail. Et je ne serais pas très original, je pense que le premier millésime très marquant, c'est 2003.
parce qu'on est parti, on est parti en vacances fin juillet. Et au 10 août, c'était la panique totale dans toute la côte. C'est-à-dire qu'on avait des coups de fil, des gens commençaient parce qu'il faisait très chaud, le raisin figuait. C'est parti un petit peu dans tous les sens. C'est un millésime, donc on a vendangé, nous, fin août, très rapidement, parce qu'on avait perdu, effectivement, à cause de la canicule, pas mal de récoltes. Et au moment de la vinification, finalement, ces raisins, on n'avait jamais vinifié des raisins qui étaient dans cet état un peu de déshydratation. Et on ne savait pas du tout ce que ça allait donner en termes de qualité de vin, ce que ça allait donner en termes de potentiel de vieillissement. Finalement, c'était un très beau millésime. C'est un millésime qui s'est très bien goûté rapidement et qui a fait il y a des bouteilles qui vraiment se goûtent très très bien aujourd'hui encore. Mais c'était vraiment pour moi le millésime de l'inconnu. Millésime qu'on nous promettait d'ailleurs régulièrement. Aujourd'hui, on a des canicules qui sont régulières, quasiment tous les ans. Par contre, on n'a jamais connu une canicule comme on a eu en début août 2023. Et troisième question, le changement le plus significatif au sein du domaine en 35 ans de carrière? Alors, je pense que c'est le changement qu'a connu la viticulture en général, c'est-à-dire une adaptation à de nouvelles contraintes environnementales et demandes environnementales, une adaptation à des changements climatiques. Aujourd'hui, entre les années 90 et les années 2000, depuis 2015, on va dire qu'on ne travaille plus exactement sur les mêmes certitudes et sur les mêmes paramètres climatiques que ce qu'on avait avant, qui étaient plutôt bien installés. Aujourd'hui, on ne sait pas à 15 jours près ce qui peut nous tomber dessus dans tous les extrêmes possibles. Et donc une adaptation, et cette adaptation s'est faite aussi sur toute la partie viticole, sur la partie phytosanitaire, une prise de conscience par rapport à il y a 35 ans, une prise de conscience que il fallait gérer ça différemment, beaucoup plus au jour le jour, en fonction des pressions, en fonction du climat. Et donc une adaptation qui était extrêmement importante. Si je prends ce que j'ai fait en 1990 et ce que j'ai fait en 2020, en termes de travaux dans les vignes, de traitement phytosanitaire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les 50% de produits phytosanitaires à utiliser en moins que nous demande la législation, on en est largement là. C'est-à-dire qu'en 30 ans, je pense qu'on utilise au moins 60% de moins de produits phytosanitaires. Les traitements phytosanitaires, c'est la partie qu'on ne veut pas faire, hein, soyons bien clairs. Mais là-dessus, on a énormément évolué. Un climat qui est beaucoup plus favorable, même s'il y a des excès. Mais aujourd'hui, 9 années sur 10, on récolte des raisins qui sont mûrs et très bien mûrs, avec des rendements beaucoup plus faibles. Il y a aussi cette prise de conscience-là que pour faire des très grands vins, il faut faire peu de raisins. En tous les cas, il faut en faire moins qu'on en faisait avant. Donc tout ça, c'est une évolution qui s'est faite progressivement. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un équilibre en termes de qualité de production qui est extrêmement intéressant, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité. Merci Jean-Marc pour ces souvenirs. 35 ans de carrière qui se terminent avec une belle surprise, puisqu'il y a eu, le domaine a bénéficié d'un legs de parcelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, c'est un legs qui s'est fait fin des années 90, début 2000, par deux nuitons, un nuiton et une nuitonne, frères et sœurs. À l'époque, ces vignes ont été données à l'hôpital, mais il y avait une exploitation qui les exploitait avec des fermages, et donc l'hôpital ne pouvait pas les récupérer. Il se trouve que cette exploitation, dans les 2 ans à venir, va s'arrêter parce qu'il n'y a pas d'enfants qui reprennent. Donc le couple aujourd'hui qui exploite ces vignes a souhaité se séparer justement de ces fermages pour s'alléger pendant ces 2 dernières années de travaux, s'alléger la surface à travailler à deux. Donc il se trouve qu'on va récupérer effectivement un 10e premier cru sur nuit, donc dans le terroir Les Perrières, donc qui sont au-dessus de nos Ports et Saint-Georges. Donc terroir plutôt sur la minéralité, sur la puissance, côté sud. Donc il va ouvrir une nouvelle cuvée de premier cru.
Ensuite, nous avons un petit bout, la 15 arts de Nuits-Saint-Georges, village Les Saint-Julien. Donc ça, l'hôpital est déjà propriétaire dans ces terroirs. Donc là, cette petite parcelle va rentrer déjà dans une cuvée existante. Et puis, un nouveau terroir en village, les Saint-Jacques. Donc là, on est entre Nuits et Vaune-Romanée. Donc un terroir que nous ne possédons pas aujourd'hui, sur une surface d'un peu moins d'un demi-hectare, donc une surface extrêmement intéressante à travailler en volume, et qui devrait effectivement également ouvrir une nouvelle cuvée dès la récolte 2026 sur une nouvelle cuvée de village. Du coup, ces nouvelles parcelles, ce sera toute la mission de Laurence, de les sublimer. Avant de vous passer la parole, Laurence, Jean-Marc, après 35 ans de carrière, c'est quoi le secret d'un bon régisseur et qu'est-ce que vous souhaitez à Laurence ? Alors, ce que je souhaite à Laurence, c'est le meilleur. Et les quelques semaines qu'on vient de passer ensemble, on a encore quelques semaines en doublon. Mais je veux dire que je suis conforté dans le choix qui a été fait par le comité de sélection, parce que autant d'un point de vue personnel qu'avec les vignerons du domaine, pour moi c'est très important que ce contact passe bien, et que, du point de vue des qualités de Laurence humaine et professionnelle, je n'ai aucun doute sur la future réussite de sa mission. Et puis après, en vérité, un bon régisseur, c'est de réussir tous les jours à faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit fait dans les temps, dans de bonnes conditions, en respectant et le végétal, et le vin, et le personnel. Et voilà, c'est un ensemble de choses qui font qu'au quotidien, il faut que tout tourne et que tout soit bien huilé pour qu'il y ait au minimum des mauvaises surprises. Merci Jean-Marc. Laurence, bienvenue. Vous êtes en binôme avec Jean-Marc encore pour quelques mois. Quelle orientation va prendre votre travail une fois que vous serez seul aux manettes ? Bien, bonjour à tous, à toutes, à tous. Je remercie Jean-Marc, effectivement. Notre passation se passe très très bien. Je n'aurais pas pu espérer d'être aussi bien accueilli, aussi bien guidé dans la passation du poste. Alors, j'ai à cœur de continuer ce travail de qualité que vous allez découvrir dans les vins, dans le millésime 2025 entre autres. Mais j'ai à cœur de continuer aussi ce travail qui est depuis tellement de temps sur les vins, sur l'expression du terroir, des différents terroirs, des premiers crus et des villages de Nuits-Saint-Georges. Donc j'ai à cœur de continuer tout ce travail de qualité. C'est un métier très méticuleux, très rigoureux, et que je m'attache à continuer également, et à persévérer aussi dans la conduite du vignoble avec toujours cette belle orientation qui est tournée vers l'agriculture biologique, et continuer à être aussi vertueux, comme dit Jean-Marc, avec l'environnement, avec les difficultés du climat. Continuer aussi cette bienveillance avec le personnel qui s'en ressent dans les vins, en fait, parce que ce sont des vins très généreux de Nuits-Saint-Georges, et voilà. On a hâte de découvrir en tout cas votre travail. On le découvrira avec le millésime 2026, ici même dans un an. On revient sur le millésime 2025 avec vous, Cyril Jaument. La Bourgogne, c'est vraiment l'ADN d'Ideal Wine. Sur le marché du vin bourguignon, à quoi on peut s'attendre en termes de prix sur cette vente ? Ça m'intéresse aussi, tiens. Donc la question est délicate. Il n'y a pas de réponse extrêmement simple. J'ai plutôt peut-être donné quelques facteurs qui peuvent influencer ces prix. Alors c'est vrai que vous le savez, le marché des grands vins a connu une phase de forte croissance jusqu'en 2022, on va dire. Et depuis 2022, en 23, 24, 25, on a eu des effets prix assez négatifs. Alors pendant longtemps, ces effets prix assez négatifs n'ont pas touché la Bourgogne, qui, on doit le dire, a toujours des amateurs et fait toujours l'objet de fortes recherches de la part des amateurs et des collectionneurs. Mais en 2025, on a vu une certaine inflexion. Si on regarde les indices, par exemple les indices généraux de l'AEVEX sur tous les vins, on est à moins 5% sur l'année. Et la Bourgogne, c'est intéressant, le BIVB disait dans les 8 premiers mois de l'année, il y avait encore une
une croissance du chiffre de la Bourgogne de 4%, mais ils sentaient déjà un ralentissement. Et quand on regarde les indices Bourgogne, selon les sources, on a des indices qui sont à moins 7, moins 8% sur l'année. Chez Ideal Wine, c'est un peu moins. On a les grands crus, c'est moins 4% sur l'année 2025. Donc, on voit qu'on a des signes d'un retour à un marché plus peut-être assaini, assagi. On l'appelle comme on veut. D'ailleurs, un certain nombre d'acteurs de la Bourgogne appelaient à cette plus stabilisation, reflux des prix. Donc on a ces facteurs généraux, on va dire, de l'ensemble du marché du vin. Ensuite, il y a les facteurs propres à la vente avec donc la production. Alors là, on est entre deux. On peut la trouver vers vide ou à moitié plein. C'est beaucoup mieux que l'année dernière, mais ça reste relativement faible par rapport aux 140 ou aux 160 pièces que je citais tout à l'heure. Enfin, dans les éléments positifs, on a ce millésime 2025 qui manifestement, on est face à un très beau millésime. On est aussi, ça sera le dernier millésime produit par Jean-Marc. Donc, il y a plein d'éléments extrêmement positifs. Et il y a un autre élément très positif qui est la spécificité des ventes des hospices. On a vu qu'à Beaune, ça avait fait plus 4% sur le prix moyen de la pièce. Bon, dernier élément, comme on a fait 41% l'année dernière, voilà, malgré tout, il faut tempérer tout ça. Donc, si vous mettez tout ça dans une boîte que vous secouez bien et que vous prenez... vous devenez Madame Irma, je pense qu'on devrait avoir une relative stabilité des prix, avec sans doute, comme on l'a vu l'année dernière, les premiers crus ou les Saint-Georges qui vont faire peut-être sans doute l'objet d'une attention particulière, de voir une réponse assez politique à cette question. Mais au-delà de la réponse, je pense que ce qui est important, c'est de s'intéresser aux différents facteurs et ça va être passionnant. Et nous, en tout cas, on a hâte et on va bien sûr faire tout pour que la vente se tienne le mieux possible, mais on va vraiment avoir une vente passionnante cette année. Et l'ADN d'Ideal Wine, c'est aussi les enchères caritatives. Je sais que vous en organisez tout au long de l'année sur Ideal Wine. Qu'est-ce qui fait finalement la différence de cette vente caritative de Nuit Saint-Georges par rapport aux autres ? Oui, alors c'est vrai que depuis la création d'Ideal Wine, l'aspect caritatif nous a toujours intéressés parce que c'est dans nos valeurs, c'est valeurs de... Et puis de toute façon, c'est dans les valeurs du vin, ces valeurs de partage, de solidarité, mais je préfère le mot partage. Et on organise régulièrement des ventes. On organise pour une association qui s'appelle Vendange Solidaire, qui vient en aide aux vignerons victimes d'aléas climatiques. On organise avec notre haute plateforme Fine Spirit Auction, donc qui est dédiée aux spiritueux, pour la fondation Good Planet et pour des projets qui tournent autour de la préservation de l'eau. On a organisé une vente grâce aussi à l'accueil des hospices au sein des hospices de Beaune le 6 décembre pour l'association Fight Charcot, les Invincibles, pour la recherche sur la maladie de Charcot. Donc on est toujours très actif dans ce domaine, mais évidemment, Nuit, il y a quelque chose de particulier, et ça a été dit avec cet ancrage, deux choses, l'ancrage historique incroyable, multiséculaire, et puis ce lien tout à fait unique, enfin pas unique parce qu'il y a Beaune aussi, mais unique si on regarde Beaune et Nuit, qui est ce lien entre un domaine viticole et son affectation. Et ce qui est très particulier, évidemment, c'est que localement, on va assister à une vente dont le produit va servir aux établissements de soins de nuit. Donc ça, c'est une spécificité extrêmement forte, et je pense que ça participe à l'attrait et à la curiosité des gens de venir assister à cette vente. Alors, Marion, vous le disiez, l'ADN de la Bourgogne chez Ideal Wine, c'est particulièrement important. La Bourgogne, en 2025, c'est 41% de nos ventes dans les ventes aux enchères. C'est 80, alors en valeur, en volume, ça reste Bordeaux, mais en valeur, c'est 82 000 flacons vendus aux enchères. Pareil, donc on a aussi une activité de e-commerce et on a plus de 250 domaines partenaires. Donc la Bourgogne est aussi dans notre ADN. Et le côté international, on a dit que c'était une vocation de cette vente, de se faire mieux connaître, plus connaître encore à l'international. Et dans le développement d'Ideal Wine, évidemment, se connecter de manière digitale à tous ces amateurs dans le monde entier, ça fait partie de notre ADN. Et peut-être juste pour faire la transition, on parlait du secret le mieux gardé de la Bourgogne. Cette année, le slogan, je ne sais pas si c'est le bon terme, il y a sûrement un terme plus adapté, mais c'est le cœur battant de la Bourgogne solidaire. Donc voilà, ça s'inscrit parfaitement dans l'ADN d'Ideal Wine. Parfait. Et
Ces ventes caritatives, ce qui est extraordinaire, c'est que ça permet à des associations d'exister, de monter des projets. Je me tourne vers vous, Claire Mongeau. Vous êtes directrice de l'association Annie Nomade. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de votre association et votre mission au quotidien ? Oui, alors déjà, avant de commencer, mais quel honneur d'être là aujourd'hui. Pour la petite histoire, moi j'ai fondé l'association Annie Nomade il y a 15 ans, suite à une rencontre avec mon chien et un jeune enfant autiste. Et puis de cette histoire, j'en suis là aujourd'hui, donc vraiment quel honneur. De cette histoire est né aujourd'hui 9 collaborateurs qui travaillent, accompagnés de 142 animaux. Il y a une petite erreur sur le kakimono. 60 mécènes qui nous soutiennent et plus de 82 bénévoles avec qui nous collaborons, ce qui représente aujourd'hui plus de 10 000 personnes accompagnées par an. Alors, j'ai aidé Maxime grâce à mon chien. Et puis, j'ai aidé Odette en maison de retraite. J'ai aidé Marina qui souffrait de polyhandicap. J'ai aidé Cécile qui avait son cancer. Et en fait, aujourd'hui, nos animaux et le concept, c'est de rentrer en lien avec les animaux directement vers les personnes en souffrance. Et comme vous l'avez compris, on a beaucoup de publics et de diversité de publics avec lesquels on travaille. Donc autant personnes âgées, personnes en rupture sociale, personnes en situation de handicap. On a un programme unique aujourd'hui en Europe qui est la cancérologie infantile, donc notamment sur le CHU de Dijon. Voilà, c'est une belle histoire qui a commencé il y a 15 ans. On en est là aujourd'hui et je suis vraiment ravie parce que cette vente aujourd'hui, et j'espère que le millésime sera très bon, ça va changer beaucoup de choses pour nous, effectivement. Guillaume Corr, c'est vous qui recevez toutes ces candidatures sur votre bureau. C'est quoi les critères quand vous choisissez l'association chaque année ? Alors déjà, je précise, c'est un choix conjoint, effectivement, entre le directeur de l'hôpital et le maire de Nuits-Saint-Georges. Même si après, on le présente au conseil de surveillance, mais on va dire, c'est surtout nous qui avons le dernier mot. C'est toujours un équilibre, en fait, qu'on essaye de trouver avec Alain. On aime bien les associations qui ont un impact local. Pourquoi pas national, on l'a vu l'année dernière aussi, mais qui agissent sur le territoire au sens large, donc en particulier en Côte d'Or. On regarde aussi le domaine. Voilà, on a forcément une appétence pour des associations au niveau solidarité, santé, soins. Ça, c'est quelque chose forcément qui qu'on peut rattacher facilement à notre activité hospitalière et d'EHPAD. Vous savez que les hospices civils de Beaune, c'est plus de 500 lits d'EHPAD aussi, voilà, et on n'a pas forcément de cancérologie, mais on a de la pédiatrie aussi, donc forcément tous ces éléments nous touchent et nous font aller vers ce type d'association. On regarde aussi un peu la taille. Voilà, parce que des fois on a des candidatures de vraiment petites associations. Alors on n'a évidemment rien contre les petites associations, mais on espère toujours récolter entre 50 et 70 000 euros. Et on ne veut pas déstabiliser non plus une association. Enfin voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais quand on a un budget de 20 000 euros et qu'on arrive à un budget qui quadruple, en tout cas nous on s'interroge aussi sur l'utilisation de ces fonds, c'est de notre responsabilité. À l'inverse, on n'est pas forcément fan de très grosses associations où ça va être une goutte d'eau finalement dans leur budget. Donc voilà, après bien sûr il y a aussi la motivation qu'on essaye de voir dans le dossier de candidature qu'on peut trouver sur le site internet. Donc voilà un petit peu les éléments que nous regardons avec Alain Cartron. Et je rappelle que l'association retenue, chaque année, elle bénéficie des fonds qui sont récoltés par la vente de 7 pièces de charité. Et c'est un système de vente par souscription. C'est pas des enchères. Autrement dit, c'est la seule pièce qui ne passe pas sous le marteau de Maître Jauman. Claire, pour en revenir du coup à Annie Nomade, on l'a dit, vous êtes déjà très active sur le territoire de Nuits-Saint-Georges. Qu'est-ce que vous faites actuellement, concrètement, à l'hôpital de Nuits-Saint-Georges et qu'est-ce que va vous permettre les fonds récoltés par cette vente ? Alors à l'hôpital de Nuits-Saint-Georges, nous avons travaillé avec et nous retravaillerons avec en espérant. Quand on travaille avec nos animaux, en fait, c'est un support d'accompagnement éducatif ou thérapeutique. Et là, en particulier avec cette population, on va créer du lien intergénérationnel, on va maintenir un potentiel cognitif des personnes, on va vraiment s'inscrire dans un travail de soins, alors pas un soin ordinaire, mais vraiment un complément aux soins déjà existants.
on va recréer du lien avec les familles et puis on va sortir un petit peu de cette inertie. On part du principe que pour nous, les personnes âgées sont pleines de savoir et de connaissances et qu'elles ont tellement de choses à nous transmettre. Donc si on arrive à créer des lieux et des moments où on mélange des écoles et des personnes âgées, par exemple, on est vraiment dans une transmission de la compétence de chacun et redonner une utilité à chacun dans notre société. Donc ça, c'est vraiment notre cœur et la force qu'on a à Annie Nomade. Et puisque ça va changer qu'aujourd'hui, on est à Dijon. On a une structure d'accueil qui s'appelle la cabane d'Annie Nomade, où il y a tous nos animaux, donc nos 142 animaux. Et ce lieu doit être aménagé, doit être réhabilité, doit être repensé justement pour accompagner tous les publics, parce qu'il faut penser aux personnes en fauteuil, aux personnes avec des déambulateurs. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de normes qui sont très strictes, notamment aussi sur les animaux. Donc on a un docteur vétérinaire qui vient toutes les semaines. C'est un gouffre financier, mais c'est aussi un vrai gage de qualité, tout comme l'accompagnement des équipes avec lesquelles je travaille, la formation de chaque personne qui est chez nous. Donc voilà, ça va permettre d'asseoir vraiment notre association, de penser à demain, d'être un vrai levier pour changer les choses et puis structurer vraiment cette association qui, depuis 15 ans, travaille comme elle peut. Je trouve qu'on est une équipe qui le fait plutôt bien. Mais là, on va, je pense, passer à un niveau supérieur qui va vraiment nous permettre d'être encore plus sur toute la Bourgogne et accompagner d'autres beaux projets. Merci Claire. Jean-Marc, vous nous la présentez, cette cuvée de charité ? Alors, cuvée de charité, donc c'est la pièce que nous produisons depuis 2021. Pièce unique puisque produite à partir des raisins issus des 9 terroirs de premier cru différents, et donc pièce unique puisque dans ces 9 premiers crus il y a un monopole des Didier, donc aucun autre domaine ne pourrait produire exactement la pièce avec les mêmes origines de raisins. Donc c'est une pièce avec l'assemblage de raisins, alors la même quantité de raisins par parcelle. On ne tient pas compte des surfaces, sinon effectivement il y a des parcelles qui seraient très 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 peu représentées. Majoritairement des parcelles au sud, donc c'est souvent un vin qui est plutôt dans la puissance, un peu dans la réserve jeune effectivement, mais c'est toujours une cuvée très charmeuse, très plaisante, et puis toujours avec un grand potentiel. C'est un vrai Nuit Premier Cru, mais c'est un Nuit Premier Cru qui ressemble à tout et qui ressemble à rien à Nuit Saint-Georges. Voilà. Mais c'est une cuvée qui plaît beaucoup et qui fait toujours, depuis qu'on l'a fait, et c'était un petit peu la surprise et l'hésitation. On ne savait pas de quel côté ça allait pencher d'un point de vue qualité propre. Et en vérité, c'est toujours une très très belle cuvée qui ne ressemble pas aux autres cuvées qu'on a dans la cave, voilà, qui a son propre style, mais toujours d'un très très beau niveau qualitatif. Merci. Cyril, on va conclure avec vous, avec les étapes qu'il faut garder en tête si on souhaite s'inscrire et participer à cette 65e édition. Alors, la première étape, c'est de retenir la date du dimanche 8 mars. Ça, c'est important. Et donc, il y a une inscription préalable qui est nécessaire avant le jeudi 5 mars, 23h59. Donc, vous trouvez le formulaire d'inscription sur le site Idealoigne. Et puis, vous devez simplement renvoyer le formulaire d'inscription avec une pièce d'identité, un IBAN et votre formulaire rempli. Et donc, ce qui est important, c'est de retenir qu'il y a 3 moyens de participer à la vente. Le moyen phare privilégié qu'on vous incite à suivre, c'est bien sûr de nous rejoindre dans le grand cellier de ce lieu. Et donc, pour ça, il faut vous inscrire pour vous garantir une place. Donc, être présent au feu des enchères et pouvoir participer. Le deuxième moyen, c'est de nous confier un ordre d'achat. Donc, dans le catalogue de vente, vous avez à la fin un formulaire qui vous permet d'inscrire votre ordre d'achat maximum et les pièces qui vous intéressent. On peut également vous joindre par téléphone si vous souhaitez être accompagné au téléphone durant la vente. Et enfin, le dernier moyen, peut-être pour les gens plus loin, c'est un live sur Internet, donc sur le site Drouot Live. Et là, vous avez également une inscription préalable, toujours avant le jeudi 5 mars au soir. Merci à tous les 6 pour ces passionnants échanges. Nous clôturons maintenant notre table ronde, mais ne vous inquiétez pas, les échanges se poursuivent autour de la dégustation du millésime 2025, juste derrière vous. Merci, cher public, chers journalistes, pour votre attention.
Je vous dis à très bientôt. On se retrouve ici même au château du Clos de Vougeot le dimanche 8 mars 2026 pour la 65e édition de la vente des hospices de Nuit Saint-Georges. À bientôt. Merci.